Le seul truc qui peut éviter ça, c'est la fiabilité. Il faut que la boîte de vitesse elle pète, je sais pas, un truc. Ça y est, pour la première fois, l'hymne néerlandais et autrichien n'a pas retenti sur le podium, et ça fait du bien de changer. Je pensais vraiment que ça allait pas arriver cette saison. Par contre, on n'aura jamais le droit de terminer le Grand Prix de Melbourne d'une manière normale. C'est simple, le GP doit toujours se terminer dans des circonstances exceptionnelles. Bienvenue dans Track Walk pour le débrief du Grand Prix d'Australie 2024 et ce qu'il faut en retenir, c'est parti. Williams a été l'équipe qui a fait particulièrement de vagues ce week-end, car dès les essais libres 1, Alexander Albon vient complètement exploser sa FW46 contre le mur, au même virage où il s'était planté en course l'année dernière. Alors cette fois-ci, il a tapé le mur en extérieur du virage, après être monté sur le vibreur. Sa monoplace perd complètement l'équilibre dessus, rebondit, et quand elle atterrit, il perd le contrôle, il tape extrêmement fort à droite avec une suspension qui est complètement explosée pour ensuite aller taper de l'autre côté sur la gauche du circuit. Son crash a complètement détruit la Williams qui a été dans l'incapacité de réparer les dégâts, la suspension ayant fissuré la monocoque en carbone et compromis son intégrité, rendant inutilisable la voiture. C'est donc un renvoi direct vers l'Angleterre pour la voiture du Thaïlandais dès le dimanche matin. Donc normalement, à ce niveau-là, on se dit, bon, l'équipe a amené un troisième châssis, un spare, donc Albon devrait pouvoir participer aux qualifications et en Grand Prix. Sauf que non. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Williams a débuté la saison en n'ayant construit que 2 voitures, là où normalement les équipes construisent un troisième châssis au cas où ce genre de choses arrive. Alors pourquoi Williams est dans ce cas-là, qui est pour le coup un cas unique de la Formule 1 moderne? Avec l'arrivée de James Vowles l'année dernière, l'équipe a complètement modifié la conception et le développement de la voiture. Puisque la Williams était trop lourde, ils ont apporté une nouvelle méthode du tressage de la fibre de carbone qui permet de composer les pièces et de gagner du poids. Leur objectif est atteint, mais ça leur a coûté énormément de temps, que ce soit en termes de création comme de mise en production. Ce temps perdu a fait qu'ils ont dû se concentrer uniquement sur la réalisation des 2 premiers châssis en priorité et de construire le 3e en cours de saison qui devait initialement arriver après Miami. Donc Williams ne se retrouve qu'avec un seul châssis disponible pour la course, donc logiquement, Albon s'est planté, il est hors course pour le Grand Prix. Et ça va être à Sargent du coup d'assurer le coup pour Williams. Ils ont décidé de mettre Albon dans la voiture de Sargent et Sargent serait donc sur le banc de touche à regarder le Grand Prix. J'étais absolument sur le cul de la décision de Williams que je n'ai absolument pas compris sur le moment. C'est Albon qui plante sa voiture et la détruit complètement. Sargent en paye les pots cassés et doit rester sur le banc de touche. C'est tout simplement injuste, d'autant plus quand l'équipe a décidé de renouveler son contrat et a réitéré maintes et maintes fois qu'ils avaient confiance en l'américain. Alors James Vowles s'est défendu en disant que c'était un choix où il avait mis l'émotionnel de côté et que c'était un choix purement business. Normal, on est en F1. Il assume que ce soit Albon qui roule, grâce notamment à son expérience, le fait qu'il ait ramené 27 des 28 points de l'équipe Williams l'année dernière en 2023 et que depuis le début de saison, il est toujours devant Sargent, que ce soit en qualification comme en course. Albon était alors le choix logique pour essayer d'aller chercher ce point de la 10e place, qui est devenu vraiment difficile à aller chercher pour les équipes de bas de plateau. Car oui, avec la nouvelle réglementation, les top teams se sont beaucoup rapprochés et sont devenus bien plus compétitifs. Ce sont ceux qu'on appelle plus communément le Big Five, qui fait que c'est devenu beaucoup plus difficile de rentrer dans le top 10 en course pour les écuries qui sont derrière. On l'a vu à Jeddah, où Haas a essayé de tout faire pour maximiser la sortie de Lance Stroll, qui permettait du coup d'aller chercher justement ce point sacré de la 10e place. Là, Williams devait tout faire pour absolument aller chercher des points qui peuvent faire la différence au championnat. Spoiler alerte, ils n'ont pas réussi. Albon partait pourtant P12 derrière Lewis Hamilton, donc en bonne posture pour potentiellement rentrer dans les points, d'autant plus sur le tracé de Melbourne, où on est pratiquement sûr d'avoir une safety car à chaque course. Il termine P11 derrière les Haas, qui ont joué comme à Jeddah, la carte de la défense hyper agressive pour être dans les points, sous le regard de Logan Sargent qui a décidé de rester pour rester en soutien à son équipe. Williams a alors tenté une stratégie d'undercut qui n'a absolument pas fonctionné, là où les autres pilotes ont essayé de pousser leur gomme pour gagner un avantage, ce qui fait que Albon s'est retrouvé à tenir tout son dernier relais avec des gommes beaucoup plus usées que les autres, et donc dans l'incapacité de remonter sur les Haas. L'équipe américaine arrive à rentrer ses 2 voitures dans les points grâce aux incidents de course, ce qui leur permet d'étendre leur avantage sur les autres équipes qui n'ont pas encore débloqué leur compteur. Je pense qu'avec ce choix impossible, il va y avoir un avant et un après dans le garage Williams en termes d'ambiance, mais selon moi, Sargent a maintenant un avantage qui est considérable, car il a eu un comportement hyper team player, alors qu'il aurait pu très bien tout laisser en plan et ça aurait été à juste titre. Non, il a préféré rester et soutenir jusqu'au bout, malgré le choix le plus difficile de sa carrière. C'est ce qui fait que pour moi, il a démontré toute sa loyauté envers son équipe, ce qui fait que ça lui donne une grosse carte à jouer dans les renégociations de son contrat avec Williams, puisqu'il se termine en 2024. Avec tout ça, l'équipe a annoncé qu'elle allait essayer de tout faire pour ramener ce 3e châssis au moment du Grand Prix de Chine, soit après le Grand Prix du Japon. Ils vont donc devoir faire en sorte de remettre en état ce châssis qui est complètement détruit et faire avec encore quelques temps, ce qui risque de sérieusement impacter le planning des évolutions en cours de saison qui sont vraiment cruciales à Williams pour leur permettre d'aller chercher des points. Et vous en pensez quoi de la décision de Vowles? Elle est justifiée ou ils auraient dû faire confiance à Sargent et voir sa performance en course? Donne-moi ton avis dans les commentaires.
Enfin, ils ont réussi à aligner une course comme il fallait, des arrêts au stand bien exécutés et un rythme de course à en faire rougir Red Bull. Ça partait extrêmement bien pour les rouges ce week-end où l'on sentait dès les essais libres qu'ils semblaient avoir beaucoup de rythme et qu'ils avaient le potentiel pour aller chercher Red Bull. Excellente performance en qualification avec la P2 de Carlos Sainz qui était de retour à la Scuderia après l'opération de l'appendicite à Jeddah. Il était sorti de l'hôpital le dimanche contre l'avis des médecins afin d'aller soutenir son équipe en Arabie Saoudite. Il n'était pas certain de rouler pour ce Grand Prix de Melbourne sans avoir eu le temps de préparation physique et de simulateur qu'il souhaitait. Il a donc fait preuve d'une mentalité de fer tout au long du week-end, vraiment en mission pour montrer de quoi il est capable et avoir un baquet. Du côté de Charles, il partait de la P4 suite aux 3 places de pénalité pour Sergio Pérez pour avoir gêné Hülkenberg en qualification, le faisant alors partir P6. Et pour une fois, depuis un paquet de temps, on a vu Ferrari proposer des stratégies différentes à ces deux pilotes et qui ont vraiment bien fonctionné. Le tout associé à des arrêts au stand qui permettent aux voitures d'éviter le trafic et ainsi d'éviter la bataille avec les McLaren qui se montraient menaçantes derrière. Ça permet alors à Ferrari d'assurer le doublé, le premier depuis Bahreïn 2022, le premier GP de cette nouvelle réglementation, et une nouvelle victoire à Carlos Sainz, qui est toujours le seul et unique vainqueur en Grand Prix autre que Red Bull depuis 2 saisons. Et pourtant, il n'a toujours pas de baquet en 2025. C'est fou, non? Je trouve que l'on commence vraiment à voir l'impact qu'a Fred Vasseur sur la Scuderia, car les arrêts au stand étaient pour moi maîtrisés, exécutés comme il fallait, ils écoutaient leurs pilotes et leur stratégie était fiable, toujours en réussissant à couvrir les tentatives d'undercut de McLaren derrière. D'autant que les SF24 avaient particulièrement du rythme sur ce tracé, au point même où Carlos Sainz arrive à dépasser Max Verstappen à la régulière en début de Grand Prix. Chose que l'on n'avait pas vue il y a bien 2 ans, non? Derrière, Verstappen perd en rythme, on sent que la voiture a du mal à avoir du rythme derrière les autres monoplaces, ça glisse, c'est délicat, on sent Verstappen se batailler contre sa voiture, ce qui est une première cette saison, et là, c'est le drame, le feu arrière droit prend feu, obligeant Verstappen à ralentir, il a même le système de frein qui explose dans la jante alors qu'il est dans la pit lane, endommageant le diffuseur et le fond plat, l'obligeant à abandonner pour la première fois cette saison. Le dernier abandon pour Max remonte à il y a 2 ans, précisément sur ce même tracé il me semble, et depuis il a terminé 43 courses, toujours dans les points. C'était un moment de frustration énorme pour le triple champion du monde, et il fallait que ce soit la fiabilité qui arrête cet enchaînement de victoires. Pour le coup, j'aurais bien aimé qu'il n'ait pas cet abandon, car j'aurais apprécié voir en piste comment il allait se débrouiller, puisqu'on sentait la bataille Ferrari-Red Bull se dessiner, et ça aurait vraiment permis de voir le niveau de la Ferrari face à Verstappen et voir si à ce Grand Prix il y avait match ou pas. Nous ne le saurons jamais car l'abandon du pilote numéro 1 vient remettre la pression à Sergio Pérez qui avait alors pour mission de terminer devant, à minima sur le podium. Spoiler alerte, il n'a pas réussi. Il a clairement manqué de rythme sur cette course, même dans l'incapacité de rattraper les McLaren devant lui. Il termine donc P5, mais surtout à 55 secondes de Carlos Sainz. Ce qui est énorme. Il va vite falloir faire quelque chose pour le Mexicain, sinon ça va être le siège éjectable par Red Bull. Ce qui est sûr, c'est que Ferrari confirme que Red Bull est atteignable et que c'est en bonne voie. Mais attention, McLaren est quand même pas très loin derrière non plus. En tout cas, j'ai plus que hâte de voir le GP du Japon pour voir si Ferrari peut réitérer l'exploit. Mercedes montre qu'actuellement, ils ne comprennent toujours pas la voiture et que cerise sur le gâteau, la W15 a le même problème que la W14, à savoir un arrière trop léger et difficile à ressentir pour le pilote. Ils ont confirmé que la voiture était trop sensible au vent et qu'à haute vitesse, la voiture s'appuie trop sur le sol à cause de l'appui aérodynamique, ce qui génère du bouncing avec les aspérités de la piste. Le week-end s'annonçait pourtant bien en essai, mais la réalité les a rattrapés et frappés en pleine face avec des qualifications manquées pour Lewis Hamilton, éliminé en Q2. C'est la 3e fois qu'il se fait battre par son coéquipier en qualif. Il le dit lui-même, Russell a beaucoup plus de rythme, et Lewis dit même s'être habitué à être éliminé en Q2. D'autant que la quête des points pour le septuple champion du monde s'est terminée prématurément, avec un abandon sur casse-moteur vraiment méchant pour le coup, causant la première virtual safety car de la course. Il s'agit du pire démarrage de saison pour Lewis Hamilton depuis 2009, qui annonce une saison de souffrance si Mercedes ne réajuste pas le tir, sachant que s'il n'arrive pas à faire fonctionner la voiture, ça peut avoir une incidence très forte sur le long terme, et pour moi, même après 2026. Du côté de George, il arrive à passer en Q3 et à sécuriser une P7 sur la grille. Il était devant Pérez pendant une partie de la course, mais s'est fait dépasser au stand par Fernando Alonso, qui a su profiter au maximum de cette virtual safety car créée par l'abandon de Lewis Hamilton. Son arrêt est alors bien moins coûteux sur le virtual safety car et il arrive à ressortir devant George Russell. Il s'est mis comme quête de revenir sur le pilote espagnol et de rattraper le retard de 9 secondes qu'il avait, et dans l'avant-dernier tour, alors qu'il avait pratiquement réussi à faire la jonction, il perd l'arrière dans le virage 6, il vient toucher le mur à l'intérieur détruisant les suspensions, les roues retenues par les câbles de suspension passent sous la voiture, ce qui l'a fait basculer sur le côté, elle est donc sur ses flancs, sur ses pontons,
en plein milieu de la piste. Et là, c'est une scène lunaire, selon moi, puisque la direction de course décide de n'activer qu'une virtuelle safety car à ce moment-là. Les autres monoplaces passent à côté de la voiture accidentée de Russell, où les Marshall tentent de l'extraire de sa voiture. Tout va bien. Alors oui, c'était le dernier tour de course, mais je ne comprends pas pourquoi la direction de course n'a pas mis le drapeau rouge directement au vu de la situation. Je pense sincèrement qu'ils voulaient éviter de terminer la course sous drapeau rouge et d'absolument terminer la course avec un drapeau à damier, même si c'était sous virtual safety car. Mais là, pour le coup, c'est inconscient et inutile. Ça met en danger les commissaires pour rien du tout, alors que la course elle est déjà pliée. Honnêtement, je ne comprends pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que votre avis m'intéresse. Mais le drama ne s'arrête pas là, sinon ce serait pas drôle. Déjà, c'est un double abandon pour les flashs d'argent, et une disaster class totale. Mais à la suite de la course, les stewards ont décidé de donner 20 secondes de pénalité à Fernando Alonso, et 3 points de pénalité sur sa super licence. Pourquoi? Pour conduite dangereuse, considérant qu'il était responsable du crash de George Russell. J'ai regardé les images, et en comparaison à ses tours précédents, c'est vrai qu'à ce tour-là, il est vrai qu'Alonso relâche les gaz bien plus tôt et freine bien avant son point de freinage. Russell dit derrière que l'action de Fernand l'a perturbé, ce qui lui a fait rater son virage, mais pour moi, il n'y a rien qui vient justifier la pénalité. Certes, Fernando relâche l'accélérateur et freine plus tôt, potentiellement pour recharger sa batterie, puisqu'on voit ses LED de sa voiture clignoter à l'amorce du virage, mais il ne vient pas break check ou faire une manœuvre erratique d'une quelconque manière, d'autant plus qu'il peut très bien économiser ses pneus, économiser ses freins, il est libre de lift s'il le souhaite. En plus de cela, il semblerait que la monoplace de l'Espagnol avait un problème au niveau de l'accélérateur, puisqu'il s'en s'est plaint à la radio juste après le crash de George. Merci à Jupilon qui m'a rappelé que l'un des stewards de la course ce week-end à Melbourne était Johnny Herbert, qui a toujours eu de nombreux différends avec le pilote espagnol. Alors est-ce que c'est par pur ego qu'une pénalité aussi sévère a été infligée, ou parce que les images sont impressionnantes, ce qui a justifié cette décision? Dans tous les cas, à mon sens, Russell était à l'attaque et avait suffisamment d'espace pour pouvoir anticiper le freinage d'Alonso et a normalement les réflexes pour réagir en conséquence. Donc normalement, il était en capacité d'assurer le virage face à l'action de Fernando et de pouvoir terminer la course. De mon côté, je pense vraiment que la pénalité est injuste envers Fernando Alonso, car il a le droit de passer le virage en liftant s'il le souhaite. Je pense que Aston Martin va faire appel de cette décision, car à la suite de la pénalité, Fernando Alonso tombe à la P8, alors qu'il terminait initialement P6 et son coéquipier Lance Stroll à la P7, ce qui permettait à Aston Martin de dépasser Mercedes au championnat constructeur. Vraiment, on n'aura jamais un GP d'Australie sans dinguerie ou circonstances exceptionnelles. Petit fun fact, sur les 2 non-victoires de Verstappen, Carlos Sainz a gagné le Grand Prix et Russell s'est crashé dans les derniers instants de course. Il faut qu'on parle de Racing Bulls et du travail que fait Tsunoda en ce début de saison. Il arrive à passer en Q3 de nouveau et c'est la 3e fois consécutive qu'il bat Daniel Ricciardo en qualification et en course. On s'attendait clairement à ce que ce soit Ricciardo qui prenne le lead du team et à se préparer à monter chez Red Bull pour remplacer Sergio Perez, mais là c'est clairement Tsunoda qui est en train de prendre cette position. En plus de cela, le pilote japonais arrive à terminer à la P7 suite à la pénalité de Fernando Alonso, ce qui leur permet de gagner 6 gros points hyper importants pour la bataille au championnat constructeur et même de devancer As. Alors on s'attendait très clairement à ce que la Racing Bulls soit bien plus performante et plus en mesure d'aller chercher des points cette saison, mais force est de constater que ce n'est pas véritablement le cas et qu'il continue sur la même lancée qu'en fin de saison dernière. La pression revient alors sur les épaules de Daniel Ricciardo qui, s'il ne performe pas, eh bien risque de ne pas passer l'été dans l'écurie sœur de Red Bull et risque même d'être remercié à la façon de Nick De Vries, encore plus quand il y a Liam Lawson qui a déjà démontré ses performances et qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir un contrat et son baquet en Formule 1. Et vous pensez que Ricciardo va tenir toute la saison ? Du côté d'Alpine, il y avait du mieux ce week-end avec la première Q2 décrochée par Esteban Ocon qui avait un véritable goût de victoire. Il permet alors à l'équipe française de sortir de la première fois de la Q1. Malheureusement, cette opportunité n'a pas pu être convertie en course à la suite d'un tir-off qui est venu se longer dans les écopes de frein d'Esteban Ocon, le forçant à s'arrêter et presque à subir le même sort que Max Verstappen. Et il y avait le potentiel pour Alpine pour aller chercher les points, d'autant plus avec les aléas de la course. Malheureusement, ça reste en dehors de points à nouveau pour les 2 pilotes français, proche du top 10 malgré tout pour Pierre Gasly qui termine P13. C'est grandement dommage pour une équipe qui, comme Williams, doit tout faire pour aller chercher ne serait-ce qu'un seul point au championnat constructeur pour sauver les meubles, sinon ça sent vraiment pas bon pour les saisons prochaines. Petite mention spéciale, presque traditionnelle dorénavant pour Sauber, qui a de nouveau raté les arrêts au stand pour ses 2 pilotes. Il semblerait que l'équipe suisse ait un matériel obsolète, d'où les problèmes d'arrêt au stand à chaque Grand Prix depuis le début de saison. Malgré ça, ils disaient qu'ils étaient venus avec des solutions pour pallier à ce problème, et on a bien remarqué que c'était pas le cas. C'est vraiment les seuls moments où on les voit à l'écran cette saison, parce que sinon elles sont nulle part, elles font de la figuration. Faudrait peut-être que Audi renouvelle le matériel de l'équipe, et rapidement, car sinon, j'ai bien peur que Sauber soit vraiment en dernière place cette saison.
Allez, petit bonus Formule 2, car oui, Isack Hadjar a réussi à dégoter sa première victoire en Formule 2 en course principale. Il avait gagné la course sprint, mais avait été pénalisé pour l'incident au départ qui a impliqué 2 autres voitures, lui retirant alors la victoire. Il réussit quand même à prendre sa revanche en course principale et à monter sur la plus haute marge du podium pour notre plus grand bonheur et enfin de réentendre la Marseillaise. Du côté de Victor Martins, il nous a fait une grande démonstration de force en course sprint où il a gagné au total 14 places par rapport à sa position de départ. On espère bien sûr que le prochain rendez-vous de la F2 à Imola permettra aux 2 pilotes français de continuer à briller. Alors que peut-on attendre pour Suzuka? Le Grand Prix du Japon aura lieu dans 2 semaines et je pense qu'il va clairement permettre de définir une hiérarchie entre les équipes. C'est un circuit technique, mythique en Formule 1, qui mélange de longues lignes droites et des secteurs très appuyés avec ses caractéristiques S du secteur 1. Je m'attends à une offensive Red Bull car il s'agit du Grand Prix à domicile pour leur motoriste sponsor Honda, potentiellement le retour de la livrée blanche, je dis pas non. On sait aussi qu'ils arriveront avec une évolution majeure au niveau des pontons qui devrait surtout changer leur aspect physique. Pour Ferrari, j'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette lancée et de pouvoir continuer à mettre la pression à Red Bull en piste. Les battre sur les terres de leurs motoristes enverrait un signal très fort pour le reste de la saison. Je ne m'attends pas à une grande performance des Mercedes qui risque de rester derrière Aston Martin et je garde un œil quand même sur McLaren qui risque d'être très en forme, je l'espère. Il faudra rester vigilant aux aléas de la course car Suzuka a toujours une part de risque et ne déçoit jamais en termes de drama. Rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, c'était le débrief du Grand Prix d'Australie pour Trackwalk. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos réactions, ce que vous avez retenu ou si vous avez tout simplement des critiques à formuler pour améliorer le format. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si ça vous a plu, ça compte énormément et ça aide beaucoup la chaîne. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Japon. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.